Un journaliste qui a travaillé avec le Washington Post, avant qu'il commence à renvoyer des étrangers, il a eu à faire beaucoup d'interviews avec beaucoup de personnes qui n'ont jamais été publiées auparavant. Tucker Carlson a fait une émission avec lui. J'ai fait la traduction pour vous. Écoutons-le. Avez-vous entendu quelqu'un énoncer des plans pour être totalement clair là-dessus, pour déplacer plus d'un, probablement moins de 2 millions de personnes à Gaza, quelque part? Non, mais j'ai autre chose qui, je pense, n'a jamais été publiée, en fait. Je travaillais pour le Washington Post jusqu'à ce qu'ils licencient tous leurs bureaux étrangers, comme tu l'as vu. Nous avons fait beaucoup d'interviews le lendemain, notamment sur la reconstruction et en essayant de suivre l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit à Gaza en ce moment. Tout tourne autour de l'argent, et ce n'est pas seulement de l'argent américain ou israélien, ce sont les pays du Golfe. Bien sûr que c'est l'Égypte. La paix veut aussi mettre son grain de sel. Et j'ai confirmé ça avec probablement 3 sources, si je ne me trompe pas, et ça ne sera peut-être pas le cas au final, mais j'ai compris que le centre mis en place par l'armée américaine à Kiryat Gat pour cartographier ou élaborer une stratégie sur Gaza et aider les Israéliens, qu'ils passèrent des appels, que leurs avocats appelaient certaines organisations pour vérifier le statut de la propriété privée à Gaza. En gros, le truc, parmi plein de choses, j'ai entendu dire que le plan était genre, est-ce que vous avez déjà vu les tracts que les Israéliens larguent à Gaza ou les avis d'évacuation? Ouais, et ils sont généralement divisés en blocs. Vous avez des blocs numérotés et ce sont des propriétés privées. Si vous avez tout un territoire, des quartiers entiers sans dessus-dessous, qui ne suivent plus la logique d'une grille, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une entreprise qatari ou saoudienne vienne reconstruire Gaza à l'identique. Non. J'ai entendu dire que le plan était de faire une rotation, genre déplacer la population d'une zone, la reloger ailleurs, construire un grand complexe. Ça pourrait être des condos, des appartements, je ne sais pas quoi, et puis les ramener et continuer cette rotation le temps qu'il faudra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous modifiez fondamentalement l'urbanisme et avec ça, la démographie et la propriété privée de Gaza. Si vous avez un immeuble sur un terrain qui comptait avant 5 à 7 parcelles de propriété privée, vous devez reconfigurer, suspendre cette propriété privée et créer un nouveau précédent. Quelqu'un de très très haut placé dans la paix m'a dit que c'était voulu, qu'il y aurait une suspension de la propriété privée pendant peut-être 7 ans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout à fait possible et c'est la conclusion la plus cynique qu'on puisse tirer. Ça pourrait vouloir dire en gros que, écoute, en Cisjordanie, parfois Israël a du mal à prendre certaines portions de terre ou à construire de vraies colonies. Parfois ils ont des caravanes dans certaines zones, mais pas de maisons. Et la raison c'est que, dans une certaine mesure, Israël est toujours lié aux précédents juridiques ottomans et jordaniens. Et ils peuvent contourner, on peut manœuvrer. Ouais, mais ça ne peut pas être annulé. C'est très difficile on voit ça à Jérusalem-Est. Exactement, tout le temps. Alors que se passe-t-il? Je te pose la question, j'imagine. Que se passe-t-il à Gaza si vous suspendez toute propriété privée et que vous dites, dans 7 ans, on réexamine, ou ce sera reconfiguré par des experts juridiques qui auront disparu d'ici là? Tu brises un précédent énorme. C'est juste un reset. Exactement. C'est une occasion en or. Ça va arriver? Je ne sais pas. Mais d'après tout ce que j'ai entendu, c'est dans le domaine du possible. Et ça a du sens logiquement aussi. Donc c'est est-ce que les gens en Israël ont pris au sérieux le plan de réaménagement de l'administration Trump avec des casinos et des condos en bord de mer? Comme les citoyens en Israël, les gens, tu penses que le gouvernement l'a fait? Je ne sais pas. Genre, ça n'arrivera pas. J'en doute fortement. Ouais, c'est toujours dirigé par un groupe militant. Il reste encore des centaines de kilomètres de tunnels qui ont été traités par Tsahal, sur lesquels ils ont aussi menti. J'ai parlé à un général. Il s'appelle Yitzhak Brick. Tu as entendu parler de lui? Non. C'est étrange parce que son anglais est pas terrible, donc on entend peu parler de lui en Occident. Mais c'est un type qui, 3 mois avant le 7 octobre, a dit « Il va y avoir un massacre ici ». Un général de réserve qui faisait aussi des audits. Il était chargé pendant des années d'auditer les troupes. Il bossait pour l'audit de Tsahal. Il allait d'un front à l'autre, d'une unité à l'autre, pour évaluer l'état de préparation, les routines, l'équipement. Il connaissait Tsahal sur le bout des doigts
et il a bossé sous plusieurs généraux jusqu'au 7 octobre. Et pendant des années, il criait « On est vraiment prêt à rien et on réduit nos troupes ». Il travaillait pour l'audit de Tzahal, ce qui signifiait qu'il passait d'un front à l'autre, d'une unité à l'autre, et évaluait la préparation des troupes, les routines, l'équipement. Il connaissait Tzahal sur le bout des doigts et il a travaillé sous plusieurs généraux jusqu'au 7 octobre. Et pendant des années, il criait « On n'est vraiment pas prêt et on réduit nos troupes au sol parce qu'on veut être une armée compacte, technologiquement avancée. On se rend complètement vulnérable sur le terrain et il est descendu à la frontière de Gaza et il voit qu'en gros, les soldats traitent ça comme un camp de vacances. Il y a des filles et, tu sais, qui font des vidéos TikTok. C'est comme un camp de vacances. Ça a atteint un point, encore une fois, retour au statu quo, où les Israéliens croyaient sincèrement que le conflit était en quelque sorte terminé. C'est juste, ça va être comme ça. Il va y avoir un grand mur. Ils seront là-bas. Hein. On va être là. Et Yitzhak Break, je l'ai beaucoup vu il y a un an. Il me disait qu'il recevait des appels de tas de soldats qui bossaient dans les unités tunnels. Et j'ai parlé à plusieurs soldats qui bossaient dans les tunnels ou qui les gardaient, qui supervisaient le travail. Il en restait des tonnes, des tonnes. Il a dit, ce général a dit 75%. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais j'ai entendu plein de soldats dire que le matériaux pour détruire complètement les tunnels coûte super cher et qu'il en manque peut-être. Et donc ce qui se passait surtout, c'était de sceller les tunnels. Tu coules du béton dedans et il suffit de quelques mecs quelques jours plus tard pour venir casser le béton. Et j'ai aussi entendu des soldats dire que le Hamas réparait des tunnels pendant la guerre. En plein combat, il y avait des tunnels en réparation ou des puits qu'on réparait. Il y a eu un grand débat dans ce pays sur le fait que le gouvernement israélien ait envoyé de l'argent, pas le sien, mais celui des États-Unis et du Qatar au Hamas, que Netanyahou l'ait fait, et ça a semblé être confirmé. Dites-nous ce que vous savez là-dessus et quel était le mobile. Quel genre? On parle de l'argent arrivé avant le 7 octobre. Bien sûr, avant le 7 octobre. Ah, les valises de billets. Exactement, oui. Ça ferait... Eh bien, oui, je sais qu'il y avait des tonnes de liquide. Je n'ai pas vraiment les chiffres. J'oublie. Alors, quelle était l'idée? Je veux dire, je crois que c'est confirmé maintenant. C'était considéré très controversé. Il y a des photos des valises. Oui. Vous savez, l'argent qui entre à Gaza. Oui, c'est clairement confirmé. L'idée était, on les garde contents et bien nourris et ils nous fichent la paix. Ce qui est, encore une fois, la logique des marches du retour. On va venir. Nous allons faire du bruit jusqu'à ce que les Israéliens viennent dire « Quel est votre prix? Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu te tais ?» Plus d'argent, plus de permis de travail, plus de matériaux de construction. Cela faisait partie du maintien du statu quo et quelqu'un, probablement si noir, a compris que ceci. Si je grossis trop, si nous grossissons trop, nous ne pourrons plus bouger. Exact. Je pense que c'est aussi simple que ça. Donc, à des milliers de kilomètres de là, il semble qu'Israël soit un projet assez difficile à maintenir sur plusieurs générations à cause du nombre. Juste un petit pays entouré de gens qui ne l'aiment pas, ou ne reconnaissent pas sa légitimité, dont certains sont motivés à faire du mal. Donc, ce n'est pas un bon ratio sur le long terme. C'est difficile à maintenir. C'est comme, oui, la perspective israélienne, est-ce que les gens pensent? Ils pensent déjà? Non, mais je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 façons de voir les choses. D'un côté, il y a une perspective démographique où, oui, c'est ce que je veux dire. Oui, juste les chiffres. C'est une perspective. Et si on regarde les chiffres, combien de Juifs y a-t-il en Israël? Je pense qu'il y en a 7 millions, quelque chose comme ça. Vous avez 2 millions de Palestiniens qui ont la citoyenneté. Mais le bon calcul, c'est, dans la zone sous contrôle israélien, quelle est la répartition? Et là, vous avez du 50-50. Si vous prenez la Cisjordanie, où vivent aussi des Juifs, mais aussi Gaza, car ce sont des zones qui touchent Israël et qui sont sous contrôle israélien, tacitement ou réellement, vous avez 7 millions de Palestiniens. 2 en Israël, 3 en Cisjordanie, 2 à Gaza, donc 7. Vous avez 7 millions de Juifs. C'est moitié-moitié maintenant. C'est divisé moitié-moitié. Démographiquement, c'est un problème. Est-ce que je pense que c'est ça qui mettra Israël à genoux s'il est mis à genoux un jour? Non. Je pensais plutôt au problème macro-démographique. Du monde arabe, le monde musulman, près de 2 milliards.
Donc quand j'entends Netanyahou dire qu'on mène une guerre sur 7 fronts, ou je sais pas combien, c'était 7 fronts récemment. Ouais, je pense que vous n'avez pas l'économie, vous n'avez pas la main-d'œuvre, et vous n'avez plus la bonne volonté pour tenir ça très longtemps. Au final, si t'as assez d'ennemis, et qu'il y en a trop peu de vous et assez d'eux, tu vas perdre. Les gens disent ça depuis longtemps. Ça fait même pas 80 ans qu'ils sont là, donc. Je pense qu'ils ont parié sur plusieurs choses. Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont une excellente agence de renseignement et ils misent sur l'incompétence des pays musulmans autour d'eux. Mais il y a aussi un sens où on ne peut pas combattre tout le monde. Et donc je vois pas, quand je parle aux Israéliens et que je regarde, je vois aucune stratégie à long terme basée sur de vraies alliances. Eh bien, comme vous l'avez entendu, en fait, ils recevaient de l'argent du Qatar, ils recevaient de l'argent des États-Unis et qui donnaient en mallette aux Palestiniens, le Hamas, afin de pouvoir se sentir à l'aise et profiter de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de la bande de Gaza. Et quand ils ont vu finalement le Hamas que, je pense que maintenant on a les moyens de pouvoir se battre, ils sont allés se battre. Entre-temps, où était la sécurité israélienne pendant ce temps-là? Ils n'étaient pas là. Ils sont venus quelques heures après l'attaque du 7 octobre. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça a commencé depuis 1945. Nous parlons de plus de 70 ans. Donc, si on veut reparler et repartir sur les bases de ce que le monsieur a dit, ça veut dire que ils ont donné de l'argent au Hamas. Donc, en fait, ils ont investi sur le Hamas pour eux être en sécurité. Finalement, ils savaient que le Hamas allait se retourner contre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé faire. Pourquoi? Parce que, s'ils viennent nous attaquer, nous, on pourra aussi profiter de voler plus de terres. On pourra aussi profiter de tuer plus d'enfants, plus de femmes, plus d'hommes, plus de jeunes, plus de récupérer plus de terrain, et puis reconstruire encore un grand Israël au fur et à mesure. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ils ont laissé l'attaque se faire. Parce qu'ils avaient eu des informations de cette attaque-là. Par l'Égypte, leur disant que vous allez vous faire attaquer. Et même à l'intérieur d'Israël, ils en parlaient. Mais il n'y avait aucune sécurité à la frontière. Aucune. Ils étaient dans leur kibbutz en train de faire leur fête, leur prière et leur je sais pas quoi. Et entre-temps, ils ont attaqué. Et donc le gouvernement savait, mais ils sont venus quelques heures plus tard. Et il y a même d'autres informations qui disent qu'ils se sont bombardés eux-mêmes, afin d'accuser le Hamas d'avoir tué des enfants et ainsi de suite, pour pouvoir aussi à leur tour dire qu'on a le droit de se défendre. Et nous avons eu bien évidemment tous les pays arabes qui n'ont rien dit, ils ont juste parlé, ils n'ont rien fait. Pourtant ils ont les milliards de dollars, ils peuvent s'imposer, pareil que pour l'Iran. Au contraire, ils aident les États-Unis, ils aident Israël à terminer avec le peuple arabe. Voilà en gros ce qui se passe dans la bande de Gaza et autour de la région. Vous savez, vous voyez comment c'est grave. Maintenant, la question que je me pose, ces pays arabes-là en question, sont-ils musulmans? Mettez-moi ça en commentaire. Parce que moi, je suis pas trop sûr. Mais bon, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me donnera plus de force. Likez, partagez et surtout activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est une catastrophe. Salam.